Les rois maudits. Tome 3. Les poisons de la couronne. De Maurice Druon, lu par Jérémy Covillot. Vers la tierce heure de la matinée, le roi, entouré de ses deux frères, de ses deux oncles, de ses cousins Philippe de Valois et Robert d'Artois, traversa le village au galop, sans répondre aux acclamations et en ravageant les jonchés de fleurs qu'il fallut replacer après son passage. Il fit encore une demi-lieue, et soudain il aperçut, venant en sens inverse, le cortège de Clémence de Hongrie. Ce cortège, conduit par l'évêque de Troyes, Jean d'Auxois, cheminait lentement d'un train de procession. « Le roi, madame! Voici le roi !» dit Bouville qui chevauchait auprès de la litière de la princesse. Clémence, se penchant pour regarder, lui demanda lequel d'entre ces cavaliers qui avançaient de front était son futur mari. Bouville s'expliqua mal, ou bien elle entendit mal la réponse, et elle prit pour son fiancé le comte de Poitiers, parce qu'il se tenait en selle avec une naturelle noblesse, et il lui parut dans sa haute minceur le plus séduisant. Or, ce fut le cavalier de moins bonne tournure qui mit pied à terre le premier, et s'approcha de la litière. Bouville, déjà descendu de sa propre monture, lui saisit la main pour y poser ses lèvres, et, ployant le genou, dit « Sire, voici Madame de Hongrie. » Alors, la belle princesse angevine vit le jeune homme aux gros yeux pâles et au teint brouillé, dont les décrets du sort et les intrigues des cours l'envoyaient partager le destin, le lit et le pouvoir. Louis X, de son côté, la contemplait sans rien dire, l'air stupéfait, au point que dans le premier moment, Clémence crut qu'elle ne lui plaisait pas. Ce fut elle qui se décida à rompre le silence. « Sire Louis, dit-elle, je suis à jamais votre servante. » Cette parole parut délier la langue du hutin. « Je craignais, ma cousine, que le portrait en peinture qu'on m'avait envoyé de vous ne fût trompeur et flatté, mais je vous vois plus de grâce et de beauté que l'image n'en montrait. » Et il se retourna vers sa suite, comme pour faire apprécier sa chance. Puis on procéda aux présentations des membres de la famille. Un seigneur de forte corpulence, habillé d'or comme s'il fût allé en tournoi, embrassa Clémence en l'appelant « ma nièce » et l'assura qu'il l'avait vue enfant à Naples. Clémence comprit que c'était là Charles de Valois, le principal artisan de son mariage. Puis elle sut que l'élégant cavalier qui s'inclinait en lui disant « ma sœur » était l'aîné de ses nouveaux beaux-frères. Soudain, les mules qui portaient la litière firent un écart. Une colossale masse humaine, vêtue de rouge et dont Clémence ne parvint pas à apercevoir la tête, masqua un instant la lumière. La princesse entendit prononcer « Votre cousin, messire Robert d'Artois !» On se remit très vite en marche, et le roi pria l'évêque de prendre les devants, afin que tout fût prêt en l'église. Clémence s'attendait à ce que la rencontre se déroulât différemment. Elle avait imaginé qu'il y aurait des tentes dressées en un lieu décidé à l'avance, que les héros d'armes sonneraient de la trompette de part et d'autre, et qu'il lui serait offert un léger repas, pendant lequel elle commencerait de faire connaissance avec son fiancé. Elle pensait aussi que le mariage ne se célébrerait qu'après quelques jours, et serait le prélude à 2 semaines de fête, avec joutes, jongleurs et ménestrels, selon l'usage des noces princières. La brusquerie de cet accueil en forêt sur une petite route et l'absence d'apparat la surprirent un peu. On eût cru avoir simplement croisé par hasard une partie de chasse.